Salut les bouseux. Dans la continuité de notre série sur les dénonciations publiques, aujourd'hui on va s'intéresser au cas de Sardoche. Mais avant cela, on va faire une première partie en réaction à l'affaire Norman, car quelques jours après ma vidéo sur l'affaire Norman, on a appris dans les médias que le parquet a classé sans suite les plaintes. On va se pencher sur l'article du Parisien qui nous donne le plus de citations du parquet. La qualification de corruption de mineurs a été écartée au motif que l'âge des jeunes filles n'a jamais été précisé en début de prise de contact et qu'elles n'avaient pas d'apparence physique ni de discours laissant supposer de la part du mis en cause une particulière attirance pour les enfants ni les corps enfantins. Alors j'ai un peu de mal avec cette remarque. Donc, cette justification du classement sans suite de la part du parquet se repose, entre autres, un des arguments, c'est que c'est pas un pédo. Hein. Bon. En soi, c'est vrai, c'est clairement, on a même des éléments qui vont tout à fait dans ce sens. Hein. On a une des jeunes femmes qui témoigne, qui dit par exemple qu'il appréciait notamment sa forte poitrine, et apprécier les fortes poitrines, c'est pas un truc de pédo. Bon, là-dessus, d'accord. Seulement, moi, il me semble que la corruption de mineurs, c'est pas réduit à la pédophilie. Hein. Par exemple, si vous incitez un mineur de moins de 18 ans à regarder du porno avec vous, ça rentre dans le cadre de la corruption de mineurs. Pourtant, il n'y a aucun rapport avec le fait que l'adolescent ait ou non un corps enfantin. Donc il y a cette réduction à la corruption de mineurs, réduire la corruption de mineurs à finalement la pédophilie, que je trouve assez étrange comme explication. En outre, il ne ressort d'aucun élément du dossier un indice de volonté de perversion de la jeunesse requis pour obtenir cette qualification à justifier le ministère public. Alors, là aussi j'ai un peu de mal avec ça. De là à parler de volonté de perversion, moi je n'irai pas jusque-là, mais on a quand même des éléments qui nous montrent que Norman s'est clairement appuyé sur l'âge des jeunes filles, de leur inexpérience, pour leur vendre une façon de... Non, le chat, non. Bon, pour leur vendre donc une image biaisée de rapport de relations qui seraient pas les bonnes. Tu me déconcentres, monsieur le chat, non, tu dégages. Allez. Donc moi j'ai un peu de mal avec ça, je trouve que c'est pas suffisant. Hein. Quant aux qualifications de viol et d'agression sexuelle, elles n'ont pas été retenues dès lors que les échanges préalables aux rencontres étaient systématiquement sentimentaux, le plus souvent sexualisés, sans ambiguïté. Ok, ça d'accord, c'est clair qu'il n'était pas très ambigu. Il apparaît ainsi que les consentements n'ont pas été trompés et que la pression de ne pouvoir revoir le mis en cause ou son insistance ne peuvent suffire à caractériser la contrainte, a ajouté le parquet. Alors ça, ça c'était à prévoir. Je suis là, pour le coup, là je suis d'accord. Hein, je l'avais dit que voilà, c'est pas parce que ça ressemble à une contrainte que c'en est une. C'est pas parce qu'on vous demande de faire quelque chose que vous êtes obligé de le faire. C'est pas parce que voilà. Et en l'occurrence, voilà, la contrainte dont on parle, c'est quoi? C'était tu fais ce que je te dis, sinon je te supprime de mes contacts. C'est pas vraiment une contrainte, elles n'étaient pas vraiment obligées de céder, les jeunes filles, même si elles ont 18, 17, 16 ans, elles sont quand même assez grandes hein, pour dire non et pour ne pas être considérées comme sous la contrainte. Si on leur dit fais ce que je te dis, sinon je te supprime de mes contacts, c'est pas vraiment une contrainte, ça c'était à prévoir. Bon, moi je suis assez pas déçu, enfin pas choqué au sens, voilà, je m'attendais hein, que ça aille pas bien loin. Toutefois, voilà, il y a des éléments de justification par le parquet que je trouve que c'est pas très convaincant. Il faut savoir que vont faire les avocats des victimes présumées, parce que y a d'autres procédures, hein, ça va pas forcément s'arrêter là, donc on verra. On va réagir à un commentaire que j'ai reçu. Hein, la plainte a été classée sans suite, Norman est donc innocent, bonne soirée. Ce à quoi j'ai répondu, même avant le classement sans suite, Norman était innocent en raison de la présomption d'innocence. Hein. Dire l'affaire est classée sans suite, donc Norman est innocent, c'est une méconnaissance de la présomption d'innocence. Il n'y a pas de lien, enfin, je vais le dire. Toutefois, un classement sans suite ne constitue pas une preuve d'innocence, ce que tu laisses supposer au sens d'une relaxe. Il n'y a pas de lien de cause à effet entre c'est classé sans suite et Norman est innocent, ce sont deux choses différentes.
Donc oui, Norman est innocent, qu'il y ait classement sans suite ou non, c'est, de toute façon, il est innocent. Hein. Il n'a pas à prouver son innocence, il n'a pas à apporter des preuves de son innocence. Hein. On doit apporter des preuves de sa culpabilité et des preuves que ce dont on l'accuse est répréhensible, dans le cadre, par exemple, d'une corruption de mineurs. Un classement sans suite, c'est quelque chose qui est très frustrant pour tout le monde. Hein. Parce que qu'on soit contre Norman ou de son côté, ben, on sait qu'un classement sans suite, c'est pas une preuve d'innocence. Hein, contrairement à ce que des gens peuvent dire, non, c'est pas une preuve d'innocence, parce qu'il n'y a pas besoin de prouver son innocence, en fait. Donc, d'un côté, hein, si on est du côté de Norman, ben, un classement sans suite, c'est frustrant, parce que c'est pas vraiment une preuve d'innocence. C'est le statu quo, finalement. Hein, on n'a pas avancé. Mais de la part des gens qui accusent, se retrouver aussi avec une plainte juste classée sans suite comme ça, bon, bah, évidemment, c'est frustrant. J'ai pu voir des commentaires de gens qui disent ah, mais c'est pour ça que les victimes ne portent pas plainte, parce que les plaintes n'aboutissent pas. Un classement sans suite, c'est un aboutissement. La plainte a abouti, elle a été classée sans suite. Ben, alors, oui, ben, c'est sûr, c'est pas ce qu'on veut, mais quand on accuse quelqu'un, la personne n'est pas forcément condamnée, en fait. C'est parce que les faits ne sont pas reconnus, en fait, parce que les faits n'existent pas, ou qu'ils ne sont pas répréhensibles, etc. Considérer qu'une plainte qui aboutit, c'est quand la personne qu'on accuse est condamnée, ben, dans ce cas-là, autant directement donner le pouvoir judiciaire à tout le monde, en fait. C'est pas parce qu'on porte plainte contre quelqu'un que cette personne doit forcément être condamnée. Je rappelle aussi que par rapport aux condamnations pour viol, il y a beaucoup de fausses informations qui circulent. On va avoir des chiffres bidons, hein, du style 0,6%, ou il y a aussi le chiffre de 1,2% des violeurs sont condamnés, mais le chiffre il est bidon, hein, parce que ce chiffre repose sur du déclaratif. C'est-à-dire on va demander à des gens... un groupe représentatif, bon, bah, est-ce que cette année vous avez été violé ou non? Les gens vont répondre oui ou non, ensuite on extrapole, et on dit, et on regarde par rapport au taux de condamnation. Sauf que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens comme méthode, ça n'a absolument aucun sens, on n'obtient rien de concret. Hein. Ce que l'on sait, les chiffres, c'est que 14,5, 15% après un dépôt de plainte, il y a 14% de taux de condamnation. On va dire 15%. Le chiffre arrondi, c'est 15%. C'est-à-dire que si vous portez plainte pour viol, il y a 15% de chances que votre violeur soit condamné. On peut se dire, ah, 15%, c'est pas grand-chose. Ben, au bout d'un an d'enquête, 8% des cas de cambriolage aboutissent à une résolution. 8%. Après un an d'enquête, 8% des cambriolages sont résolus. Donc moins que les affaires de viol. Hein. Pourtant, un cambriolage, c'est un truc qui est très concret. Hein. On peut pas, c'est facile à prouver un cambriolage. Hein. Seulement, bon, bah, quand il y a un cambriolage avec effraction, tout ça, on n'envoie pas la police scientifique. Hein. Moi, chez mes parents, il y a eu une tentative de cambriolage. Par chance, j'étais là. Et j'ai fait fuir le cambrioleur grâce à ma seule présence. Hein. Le fait est que il n'y a pas la police scientifique qui est arrivée pour relever des traces ADN du cambrioleur. Les flics, les gendarmes, ils sont arrivés, ils ont regardé, ouais, ok, il y a effraction, ok, puis bon, voilà. Ce qui est normal, parce que bon, un cambriolage, on va pas non plus, on va pas dépenser des centaines de milliers d'euros pour un cambriolage. Par contre, pour un viol, il y aura plus de moyens, hein, qui sont mis en œuvre. Donc en fait, si vous êtes cambriolé, vous avez moins de chances que le ou les coupables soient condamnés que si vous êtes violé. Est-ce qu'on dira que la police protège les cambrioleurs? Parce que 8% de taux de résolution des cambriolages, c'est pas grand-chose. Hein. Est-ce qu'on dira que la police et la justice protègent les cambrioleurs? Est-ce qu'on dira que cette société capitaliste est du côté des voleurs qui ne respectent pas la propriété privée? J'en doute. Hein. Pourtant, c'est ce qu'on dit dans les cas de viol, hein, alors qu'il y a beaucoup plus de taux de résolution des affaires de viol. Je trouve que c'est pas très cohérent. Bon, on va passer à la deuxième partie, qui est donc le véritable sujet de cette vidéo. Sardoche, donc Sardoche est un streamer spécialisé dans les jeux vidéo. Il est assez connu, vous avez certainement entendu parler de lui. Moi, j'ai jamais parlé de lui sur la chaîne, je pense. Hein, même pas une référence ni rien.
J'ai déjà pu le critiquer sur Twitter, jusqu'à me rendre compte que bon, pour 2 raisons, j'ai arrêté de le critiquer en fait. Heu, juste, consciemment quoi, si vous voulez. D'une part parce que, bah, il était victime de harcèlement par, des gens assez cruels, hein, des gens, très violents contre lui et j'avais pas envie de participer à ça, d'une part et d'autre part que c'est pas un type très important, ni très dangereux en fait, hein. Sardoche, bon, bah, une fois que tu as dit qu'il est con, tu as fait le tour du sujet quoi, hein. Ça sert à rien de le répéter, 20 fois et de réagir à chaque fois qu'il dit une connerie. Tu as dit qu'il est con, Sardoche, tu as fait le tour du sujet. Donc moi j'ai arrêté de parler de lui. Pour en venir au sujet, Sardoche a été, accusé, le 28 octobre 2022 par, Kyria, une autre streameuse, Twitch. Il a été accusé de on ne sait pas trop quoi d'ailleurs, finalement il a été accusé d'avoir couché avec, une mineure de 16 ans. Son trade, hein, donc il a été accusé sur Twitter, hein, par un trade qui a fait, plus de 50 000 likes, 16 000 retweets, enfin un truc énorme, hein, énorme. Et on va tout de suite, se pencher sur les accusations. Notons quand même que Kyria, est son ex, hein. Kyria est sortie, avec lui, d'accord? Alors, Kyria nous dit: «Croisade contre l'hypocrisie». Donc ça c'est ironique, c'est, en référence à Sardoche qui se décrit comme ça, comme en croisade contre l'hypocrisie. Donc là, c'est ironique, elle retourne ça contre lui. Elle nous dit: «Je me tais depuis des années sur Sardoche, car je veux croire en la rédemption et au fait qu'il soit devenu quelqu'un de décent. Mais vu ses prises de parole récentes, force est de constater que non, et ma conscience m'interdit de continuer à me taire.» Alors, donc, le premier tweet est quand même très explicite, hein. On remarque le lexique employé qui est un lexique de la morale, hein. La rédemption, la décence, ma conscience, on est dans le lexique de la morale. Ça ne veut pas dire grand-chose, rédemption, décence, conscience, tout ça. On ne sait pas trop ce qu'elle veut dire, hein, mais on est dans le lexique de la morale. D'une part, et d'autre part, elle parle d'elle. Elle est au centre du sujet, hein. Je me tais depuis des années, hein, ma conscience m'interdit de continuer à me taire, je veux croire en la rédemption. C'est elle qui est au centre du sujet, qui est avec un lexique de l'ordre de la morale. Ça sera important. Je parlerai uniquement de choses dont j'ai des preuves irréfutables et laisserai le reste de côté. Commençons. Il a bien couché avec une mineure de 16 ans alors qu'il en avait 25, pas juste des préliminaires, il y a bien eu pénétration. Alors cette précision, pas juste des préliminaires, il y a bien eu pénétration, peut paraître étrange. C'est en fait en réaction, si j'ai bien suivi, en réaction à Sardoche qui a déjà parlé de ça en disant que non, c'était juste des préliminaires. En fait, bon, il y a bien eu pénétration. Bon. Ok, donc il faut noter, et elle le sait très bien, que quand tu as 25 ans et que tu couches avec une fille de 16 ans, ben, tu as le droit, hein, c'est légal. Hein. Donc on n'est pas dans la dénonciation de quelque chose de pénalement répréhensible. Ça, Kyria le sait très bien, elle le précisera. Elle rajoute: il avait, entre guillemets, la bite en feu, comme il l'a respectueusement signalé à un de mes amis dès le lendemain. C'est une précision qui n'a absolument aucun intérêt. Hein. Ça permet uniquement de montrer Sardoche comme quelqu'un de dégueulasse, d'irrespectueux, hein, mais sinon on s'en fout. Hein. Il savait son âge avant de faire quoi que ce soit avec elle, elle savait très bien qui il était et sa popularité, que ce soit clair, la fille n'a rien fait de mal. On a ajouté à cela un message privé de Sardoche qui dit pour la meuf de 17 ans, donc d'après lui, hein, au moment des faits d'il y a 5 ans, hein, il faut le préciser, on en reparlera. Lui, il dit qu'elle a 17 ans, d'accord? Donc est-ce qu'elle a 16 ans, est-ce qu'elle a 17 ans? Bon, Sardoche a précisé qu'elle avait 16 ans et 10 mois, et beaucoup de gens se sont foutus de sa gueule. Bon, mais n'empêche, entre 16 ans et 1 jour, et 17 ans et 364 jours, c'est pas pareil non plus. Mais à la rigueur, peu importe. Donc d'après lui, d'après Sardoche au moment des faits, pour lui, elle avait 17 ans. Ok. Sardoche rajoute: on l'a quand même fait le premier soir, mais je te jure que c'était mystique. Hein, ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais bon, là, le screen, c'est pas, on voit qu'il n'y a pas de manque de respect de la part de Sardoche envers cette jeune fille, hein, contrairement à ce que prétend Kyria. Hein. Donc ce sont des faits qui datent de 2018, hein, d'il y a 5 ans. C'est important à noter.
Ça signifie que la jeune fille de 16-17 ans, il y a 5 ans, maintenant elle a 22-23 ans, hein, d'accord? Moment très important, Kyria précise, s'il vous plaît, ne la cherchez pas et laissez-la tranquille. C'était une ado de 16 ans, oui, c'était une ado de 16 ans, hein. Maintenant elle est adulte, maintenant, largement. C'était une ado de 16 ans qui n'a pas envie qu'on l'emmerde avec ça, la faute est uniquement sur l'adulte, elle était consentante, tout est légal, mais 9 ans d'écart avec une ado de 16 ans, c'est indécent, c'est à l'adulte de dire non. Donc à nouveau, on est dans le lexique de la morale, de l'indécence. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est indécent. Oui, donc c'est donc. Bon, moi, je trouve que c'est pas bien, hein. Qu'on soit clair. Donc, tu as 25 ans, tu peux éviter de coucher avec une fille de 16-17 ans. C'est pas la meilleure idée du monde, mais bon, je vais pas non plus balancer les gens qui ont fait ça, qui peuvent faire ça. Moi, j'ai connu un mec qui avait. Il devait avoir 20 ans, 21 ans, il m'avait dit qu'il avait couché avec une fille de 16-17 ans. Il ne savait pas son âge. Il m'a dit quand même qu'il ne savait pas son âge. Je connais une femme que j'ai connue qui devait avoir 35, 40 ans par là, qui est sortie avec un jeune de 16-17 ans. Il y a des gens qui font ça. Hein, ça arrive, mais c'est légal. C'est pas forcément très bien, hein, mais on y reviendra, hein, l'aspect légal de ça, parce que qu'est-ce qu'on fait? Vous trouvez que c'est mal, ok, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Parce que les gens qui trouvent que c'est mal, quand tu as 25 ans, tu sors, tu couches avec quelqu'un de 16-17 ans, vous trouvez que c'est mal, d'accord? Qu'est-ce que vous faites concrètement, en fait? Vous voulez changer ce qu'on appelle la majorité sexuelle, j'en ai parlé dans la précédente vidéo, vous voulez juste interdire à des moins de 18 ans d'avoir des relations sexuelles avec des gens qui ont plus de 18 ans. Parce que moi, je vois personne, je ne vois personne manifester, demander un changement des lois, hein, pour ça. Qu'est-ce que vous faites concrètement contre ça? À part vous s'offusquer sur Twitter, vous ne faites rien en fait. Si vous trouvez que c'est mal, mais vous ne faites rien contre en fait. Vous faites juste de la pression sociale, morale, en disant ah moi je trouve que c'est pas bien. Donc je vais faire chier les gens, hein, je vais pourrir les gens qui font ça. Parce que je trouve que moi c'est pas bien. Est-ce que c'est une bonne méthode? Est-ce que vous trouvez que c'est indécent? Vous trouvez que c'est indécent? Ouais, d'accord. Bon, très bien. Il y a des gens aussi qui trouvent que deux hommes qui s'embrassent, c'est indécent. Parce que ça ne correspond pas à leur morale, à eux. Est-ce que pour cette raison, ils sont dans leur droit d'aller harceler des homosexuels parce qu'ils se sont embrassés en public et ils trouvent que c'est indécent? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne méthode? Non, parce que vous n'êtes pas d'accord avec eux. J'espère. Je pars du principe que vous n'êtes pas homophobe, hein, mais quelle est la différence entre vous, qui faites chier un mec qui est sorti, qui a couché avec une fille de 17 ans, 16-17 ans, quelle est la différence entre vous et d'autres gens qui, eux aussi, en raison de leur morale, vont faire de la pression sociale sur des gens parce qu'ils ont des actions qui ne correspondent pas à leur morale personnelle. C'est tout l'intérêt de la loi, en fait. Moi, je ne suis pas quelqu'un de profondément légaliste. Je ne pense pas que « Ah, c'est bon, c'est légal, donc il ne faut rien dire ». Non, non, je ne pense pas ça. Mais je pense que la loi, ça a l'intérêt, normalement, de mettre tout le monde d'accord. Ok, bon, bien, c'est légal. On peut changer la loi, mais qu'est-ce qu'on fait sinon? Concrètement, c'est quoi le projet, là, hein? Concrètement. Qu'est-ce que vous faites pour que ça ne se reproduise pas? Pour empêcher voilà, des gens de plus de 20 ans, de plus de 18 ans, d'avoir des relations sexuelles avec des mineurs de 15 à 18 ans. Qu'est-ce que vous faites contre ça? Vous ne faites rien. Donc, je pense que c'est quand même très hypocrite, hein, et assez dangereux, parce que ça autorise, finalement, ça rend, si ça, on trouve que c'est une bonne méthode de faire chier les gens comme ça, dans ce cas-là, où est-ce qu'on s'arrête, en fait? C'est-à-dire qu'on autorise des mouvements de foule, finalement, hein, à s'intéresser à la vie privée des gens et à dire ce qu'ils doivent faire ou non dans leur vie privée, et ceci en dépit de la loi et sans vouloir changer la loi, ce qui est très important. Parce que si vous voulez changer la loi, si vous trouvez que c'est mal d'avoir une relation sexuelle avec un mineur de 16 ans, par exemple, quand vous êtes adulte, vous trouvez que c'est mal, d'accord, faites quelque chose pour changer la loi. Quand les féministes des années 70 ont trouvé que le viol conjugal, c'est pas bien, hein, elles se sont pas contentées de dire c'est pas bien et on va faire la chasse aux individus qui pratiquent le devoir conjugal, entre guillemets, hein,
Non, non, elles ont fait changer la loi et aujourd'hui, le viol conjugal est reconnu. Donc, est-ce que vous voulez faire changer la loi, oui ou non? Si oui, tant mieux, mais dans ce cas-là, montrez-le, clairement. Le problème, c'est que si on commence à toucher à ça, ça risque d'être un peu risqué, hein, parce que, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, si on considère qu'à moins de 18 ans, on n'est pas en âge d'avoir le libre arbitre pour consentir à une relation sexuelle, ça signifie aussi qu'on n'est pas en âge de se rendre compte de ce qu'on fait. Et donc, ça signifie aussi que si on commet un viol quand on a 17 ans, on ne peut pas être jugé coupable de viol, parce que à 17 ans, on ne se rend pas compte de ce qu'on fait. C'est le même principe. Si on n'est pas en âge de consentir, on n'est pas en âge non plus de commettre un viol parce qu'on ne se rend pas compte de ce qui se passe. Et là, ça devient plus gênant. Là, ça devient un peu plus gênant à défendre. J'aimerais bien insister, pour en revenir au trade, j'aimerais bien insister sur « s'il vous plaît, ne la cherchez pas et laissez-la tranquille ». Hein, donc elle nous dit de façon claire et nette « ne vous renseignez pas sur la question, ne cherchez pas à savoir de qui on parle. C'est pour son bien, hein, c'est pour la laisser tranquille, ne l'emmerdez pas, hein, ne vous renseignez pas. Hein, ne cherchez pas plus d'informations sur cette malheureuse victime. » Palouche, la meuf, palouche. Ensuite, on en arrive au screen qui a le plus fait parler de lui, et on va y passer pas mal de temps. Kyria nous dit, ce n'est pas la seule fois où des trop jeunes ont été impliqués. Pour info, la première fille en photo, c'est elle. Parler de mineurs comme de proies, c'est 3 petits points gerbants. Alors, on a ce screen qui a beaucoup fait parler de lui. Beaucoup de gens ont réagi à juste titre, hein, en étant choqués. Voilà. Alors, c'est quoi ce screen? C'est quoi ce screen? Sur ce screen, on a Sardoche. On a un message privé sur Discord. Hein. On ne sait pas d'où vient ce message privé. Comment Kyria a obtenu l'accès et une copie d'un message privé que Sardoche a eu avec une tierce personne dont on ignore tout. On ne sait pas comment elle a eu ça. D'accord? Dans ce screen, Sardoche parle à une autre personne, un homme, on suppose, hein, vu la façon de parler. Sardoche donc montre à cet homme en 2018 hein, une photo de jeune femme. Il dit c'est une des intelligentes, 17 ans ou 18. Donc là, il ne sait pas trop son âge, hein, 17 ou 18 ans. Le mec lui répond mais t'es vraiment une petite salope, un peu jaloux, oui, je la tue, putain. Donc lui, par contre, il n'aura absolument aucun problème, hein, vu qu'on ne sait pas qui c'est, ce type qui est jaloux, hein, qui participe hein, à l'expression de virilité de Sardoche. Parce que ça, on est dans un jeu, un concours de bites là. Je vais développer. Ensuite, Sardoche rajoute une autre photo d'une autre femme. Il précise une autre qui manque de confiance en elle, et elle est jeune, je pense, mais vraiment une proie trop simple pour que ça devienne amusant et un peu débile. Alors quand il précise et un peu débile, moi je comprends que essayer de se la choper, donc en faire une proie, ça serait un peu débile. Ce que je vais dire, ça risque d'être un peu compliqué à comprendre. Beaucoup de gens sont choqués donc que Sardoche, dans un message privé, caractérise une jeune femme de proie. Et vous avez toutes les raisons d'être choqué, hein, parce que oui, c'est choquant. C'est pas une façon de parler des gens, hein, d'accord. Seulement, mettons de côté la première réaction, oh, il a traité une femme de proie, c'est choquant. Et il nous dit quand même une proie trop simple pour que ça devienne amusant et un peu débile. Donc, il aura beau la traiter de proie, il n'a pas envie de la chasser, finalement, parce que ça serait trop facile. Et là, c'est pas très cohérent. Et là, c'est bizarre, quand même. Parce que quand Émile Louis s'en est pris à des jeunes femmes handicapées mentales, il s'est pas dit « Moi, m'en prendre à des handicapés mentales, c'est trop facile. Non, je vais pas le faire. » Non. Quand vous avez une lionne qui va chasser un bébé gnou dans la savane ou le vieux gnou fatigué et blessé, hein, la lionne, elle se dit pas « Moi, m'en prendre à un animal blessé, non, c'est trop facile. Je vais m'en prendre au mâle dominant du troupeau. » Vous voyez, un prédateur, ça ne résonne pas en termes de gloire. Hein, c'est contrairement au Predator, par exemple. Hein. Le Predator,
le Predator dans les films Predator, c'est pas vraiment un prédateur, c'est un chasseur. Il chasse pour la gloire. Hein. Un prédateur sexuel, il va pas chasser pour la gloire. Il chasse parce que c'est facile, justement. Et donc, là, si on regarde bien la déclaration de Sardoche, je vais pas essayer de la choper. Il nous dit ça, il nous dit clairement, je vais pas essayer de choper cette proie parce que ça serait trop facile et ça serait débile. D'accord? Donc, en dépit du mot proie qu'il emploie, qui est choquant, vous avez raison, toutes les raisons, je le répète, vous avez raison d'être choqué par ce mot, mais ce mot est employé dans un certain contexte, dans une certaine phrase, et dans cette phrase, il nous dit, non, ok, je ne vais pas essayer de choper cette proie, parce que ça serait trop facile et ça serait débile. D'accord? Donc, on a quoi? On a une expression de conscience de la part de Sardoche que, hein, essayer de la choper, ça serait pas bien. Ça, vous ne pouvez pas le nier. Hein. Même si vous êtes choqué par le terme de proie, vous ne pouvez pas nier qu'à ce moment-là, Sardoche nous exprime clairement que... Enfin, il nous exprime en privé. Hein. En plus, il est en privé, donc il peut dire ce qu'il veut. Hein. Il exprime en privé qu'il ne va pas essayer de choper cette meuf-là parce qu'elle est un peu con-con, ça serait de la manipulation de sa part. Il n'a pas envie de profiter d'elle, en fait. C'est ce qu'il nous dit clairement. Hein. Enfin, pas à nous personnellement, hein, mais il dit clairement qu'il n'a pas envie de choper cette meuf-là en question parce que ça serait trop facile hein, et ça serait un abus de sa part. Donc, d'une façon quand même assez ironique, il aura beau la traiter de proie, il a quand même une conscience et il n'a pas envie d'abuser d'elle, en fait. En dépit du mot qu'il emploie. Tout le monde est choqué par le mot, mais regardez dans quel cadre ce mot est employé, c'est pas très cohérent. Alors, comment expliquer l'emploi de ce mot? On pourrait se dire, ah, bah c'est un connard. Ouais, oui, bon, d'accord, ok. Mais on est dans un message privé. On ne sait pas d'où vient ce message privé, déjà. Je vais finir sur le message privé. Hein. On ne sait pas comment Kyria a obtenu cette information-là. Ce n'est pas légal. Ce qui est sûr, c'est que... et Sardoche a porté plainte. Je ne sais pas où ça en est, hein, mais... Sardoche a porté plainte pour divulgation de correspondance privée afin de nuire. Voilà. Il a bien raison. Parce que là, on ne peut pas employer des messages privés n'importe comment. Hein, on peut. Les messages privés, c'est pas sacré. J'en ai déjà parlé dans la deuxième vidéo, je crois. Un message privé, vu qu'il y a une certaine protection, on peut sortir un message privé pour se protéger. Il peut y avoir de la légitimité à balancer un message privé. Par exemple, on t'accuse de quelque chose et tu as un message privé qui prouve que non, c'est pas vrai. Tu peux sortir le message privé. Vous recevez des menaces de mort, des messages à caractère raciste, par exemple. Vous pouvez vous plaindre publiquement en montrant ce message privé. Hein, et la personne qui vous a menacé ou qui vous a insulté pourra toujours porter plainte. Bon, ça ne sera pas très prise au sérieux, je pense. Bon, mais dans ce cadre-là, là, on est dans une divulgation de correspondance privée. Et on ne sait pas comment ce message privé a été obtenu. Ce message privé ne dénonce pas quelque chose qui est pénalement répréhensible. Il n'y a aucune légitimité de la part de Kyria à le montrer, et on ne sait pas comment Kyria a obtenu ce message privé. Elle n'a aucun droit dessus, vu que ce n'est pas elle la destinatrice hein, du message privé. Donc on a une méthode qui est malhonnête, et en l'occurrence répréhensible, déjà. Ensuite, qui est Sardoche? Sardoche est un mec de 25 ans au moment des faits, là, quand il dit ça, il a 25 ans. Donc un jeune homme. Pourquoi on n'aime pas Sardoche? Je pense que je vais mettre tout le monde d'accord sur... chacun aura voilà, ses raisons de ne pas l'aimer. Il a dit ceci, il a dit des conneries, il en a dit beaucoup des conneries. Hein. Mais on sera d'accord si je vous dis on n'aime pas Sardoche parce qu'il est arrogant. C'est un trait de sa personnalité, son arrogance. Et une arrogance qui n'est pas justifiée, surtout. Il se croit très intelligent, mais en fait, il n'est pas très intelligent. Il dit beaucoup de conneries en se la jouant. Encore des gens arrogants, mais qui disent des choses pertinentes. À la rigueur, ça passe. Hein. C'est désagréable, mais ça passe. Lui, il est arrogant, en plus, il est con. C'est pour ça qu'on ne l'aime pas. Parce qu'il est arrogant. C'est parce qu'il joue un rôle. C'est parce qu'il se croit plus intelligent qu'il ne l'est. D'accord ? C'est un trait de sa personnalité, Sardoche. Sardoche est donc à ce moment-là, à 25 ans, est un jeune homme arrogant. D'accord ? Il faut savoir comment on fonctionne globalement entre nous, les mecs.
regardez Sardoche. Regardez-le bien. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir en face de vous un mec très viril, hein? Si vous demandez à un dessinateur de dessiner la virilité, de dessiner un homme viril, il ne va pas dessiner Sardoche. Hein, Sardoche, il est quelconque. Regardez-le, il n'est pas sûrement, il n'est pas hideux, hein, mais il n'est pas... C'est juste un mec quelconque. Hein. Les mecs quelconques, comme lui, pour se faire accepter en tant qu'homme, ils ont besoin souvent, hein, ils ont besoin de surjouer la virilité. Et la virilité, ça consiste en quoi? Ça consiste en l'expression de sa domination. Il y a plein de mecs qui vont se la jouer plus cons qu'ils ne le sont, c'est-à-dire plus virils qu'ils ne le sont, hein, en écrasant les autres, en tenant des propos misogynes, notamment, hein, et aussi des propos homophobes, y compris des hommes qui peuvent être eux-mêmes, par exemple, homosexuels. Pour se faire accepter, on en avait parlé dans notre émission sur l'homosexualité refoulée, sur le cliché, hein, de l'homosexuel refoulé, où on va avoir des hommes homosexuels qui vont se faire passer pour homophobes afin de se faire accepter dans les milieux masculins. Si vous êtes une meuf et que vous n'êtes pas renseigné sur la sociabilisation entre hommes, là, ce qu'il vous dit, c'est choquant. Moi, ça ne me choque pas tellement, parce que c'est juste un mec quelconque qui surjoue ses virilités pour montrer comme il était un vrai mec. On a un jeu, dans cet échange de messages privés, on a un jeu de virilité. Et l'autre interlocuteur, l'interlocuteur avec qui échange Sardoche, il rentre dans ce jeu. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'autre mec dont on ignore qui c'est? Sardoche donc lui montre des photos de jeunes filles, on comprend qu'il a les moyens de se les faire, hein. Et l'autre mec lui répond « T'es vraiment une petite salope, un peu jaloux, oui, donc je suis jaloux de toi. » Il est envieux. Et c'est là que commence le jeu de virilité entre Sardoche et l'autre homme. C'est que l'autre homme lui dit « Ah là, je suis jaloux de toi, je suis envieux. Oh là là, tu peux choper des meufs comme ça. Ah, t'as bien de la chance. Oh là là. » Et Sardoche, il répond dans ce jeu en montrant « Ouais, j'ai des proies à ma disposition. Ouais. » C'est ça, ce qui se passe. C'est un jeu débile, hein, mais un jeu de mecs de concours de bites qui jouent à être plus virils qu'ils ne le sont. Hein. Parce que Sardoche est un mec qui a tendance à être arrogant pour se faire accepter, hein, dans les milieux masculins. Parce qu'il est quelconque. Hein. Sardoche, c'est typique. Il est assez commun, hein, comme mec, comme beaucoup. Hein. C'est le mec qui va commencer à faire de la muscu à 25 ans parce qu'il est mal dans sa peau, et puis il se dit « Ah bah si j'ai des muscles, je vais me faire accepter par les autres hommes, hein, par exemple. » Ou c'est en l'occurrence le type qui va tenir en privé des propos qui sont clairement misogynes, qui méprisent les femmes. Parce que appeler une femme proie, c'est méprisant, hein, c'est méprisant, mais ça permet d'exprimer sa virilité. Et donc, on a un concours de bites comme ça qui s'exprime, et il est jugé pour ce concours de bites en privé, qu'il a tenu en privé. Et c'est là que je trouve ça un peu dégueulasse, hein, de la part de Kyria, de balancer des messages privés tenus il y a 5 ans, où on a juste un mec quelconque qui dit des choses, certes dégueulasses, mais qui ne sont, je ne pense pas, quelque chose de très représentatif de lui-même, à part que c'est représentatif de son arrogance, que c'est représentatif de ce mec quelconque qui va se la jouer plus viril et donc plus méprisant qu'il ne l'est en vrai, je pense, hein, pour se faire accepter en tant qu'homme. Alors, entre parenthèses, il faut quand même noter, si vous avez beaucoup d'hommes qui vont comme ça tenir des propos très misogynes et homophobes pour se faire accepter par les autres hommes, hein, pour se faire accepter en tant qu'homme, pour aller faire accepter, ouais, je suis viril comme les autres, je méprise les femmes. Bon, il y en a plein qui, en fait, au fond, ils sont pas... Autant il y en a plein qui ne sont pas vraiment des connards, même s'ils se comportent comme des connards pour se faire accepter par les hommes, autant, bon, il y en a qui expriment leur misogynie parce qu'ils sont clairement misogynes et qui sont vraiment des connards. Alors, faire la différence entre les deux, c'est pas toujours évident. Ceci, juste pour dire, qu'on ne me fasse pas dire ce que j'ai pas dit, c'est pas parce qu'un homme, il a l'air de se la jouer gros porc misogyne que... Ah, mais en fait, il joue un rôle pour se faire accepter par les hommes. Non, il y en a qui ont l'air d'être des gros cons parce que c'est des gros cons. Ok. Qu'on ne me fasse pas dire ce que j'ai pas dit. Alors, allez, la suite du thread. Je pourrais vous parler de la façon dont il a été indécent,
toujours le même lexique, la façon dont il a été indécent avec moi pendant et après qu'on soit ensemble, et avec les autres filles qui, plus tard, ont eu la malchance de croiser son chemin, mais je pense pas que ça ait vraiment sa place ici, mais j'ai besoin de rétablir la vérité. Ok. Alors ça porte un nom, c'est une figure de style qu'on appelle la prétérition. La prétérition, c'est quand on dit quelque chose en prétendant ne pas le dire. Je ne vous dirai pas que, nanana, mais je le dis quand même. Ok. Donc ça, c'est toujours une façon de dire les choses. La prétérition, c'est toujours assez particulier. C'est dire les choses sans les dire. Ça a un usage rhétorique quand même assez intéressant. C'est qu'on ne se mouille pas, mais on dit quand même. Donc on laisse aux gens le soin de combler les failles de son propre discours. C'est-à-dire que les gens peuvent s'imaginer ce qu'ils veulent. Elle dit, voilà, il a été indécent avec moi, c'est-à-dire on ne sait pas. Il a été indécent, ça veut dire quoi indécent? Là encore, on est toujours dans le même lexique de la morale et du flou. Ça veut dire quoi? Il a été indécent, c'est-à-dire il t'a maltraité. Donc je pense que si c'était quelque chose de grave, elle le dirait. Donc c'est peut-être qu'il a pas fait la vaisselle alors qu'elle lui a demandé, ou je sais pas, il a parlé à d'autres femmes. On ne sait pas, on ne sait pas ce dont elle parle en fait. Mais on s'imagine, et elle se repose là-dessus, sur le flou, sur l'ambiguïté. Une sorte de l'ambiguïté qu'à ses dépens. Elle se sert de l'ambiguïté de ses propos pour que les gens s'imaginent eux-mêmes des trucs horribles à partir de rien, finalement. Parce que là, elle ne nous a rien dit. Je pourrais vous parler de quelque chose, mais je ne le dirai pas. Il y a d'autres filles, mais on ne saurait pas qui ni quoi. Bon. Là encore, c'est suspect, et je pense que ça a un sens. On en reparlera après quand elle fera du chantage. Elle nous précise aussi, j'ai besoin de rétablir la vérité, donc elle se présente comme une détentrice de la vérité. Je parle maintenant tout en sachant que ça va m'attirer beaucoup de problèmes, mais j'ai trop de preuves qu'il n'a jamais évolué, toujours aussi atroce avec les femmes et menteur compulsif, alors qu'il essaie de se faire passer pour quelqu'un de bien, et à présent de féministe. Alors moi, j'ai pas suivi que Sardoche chercherait à se faire passer pour féministe. Mais là, on est dans la croisade contre l'hypocrisie. Il cherche à se faire passer pour quelqu'un de bien, alors que, en vrai, il n'est pas si bien. J'ai toujours un peu de mal avec ça, parce que ça, c'est une motivation, alors. Mais si on a quelqu'un qui ne cherche pas à se faire passer pour quelqu'un de bien, alors ça passe. C'est quelqu'un qui est atroce avec les femmes, mais il ne se fait pas passer pour féministe, donc on dit rien. Il y a pas de... Donc en fait, avec cette logique-là, on ne va s'en prendre qu'aux gens qui prétendent à tort ou à raison. Les gens qui prétendent être quelqu'un de bien, on ne va s'en prendre qu'à ces gens-là, et pas aux connards qui l'assument en fait. Non? Finalement. On voit donc avec ce tweet-là qu'il y a quand même une motivation personnelle. C'est pas par rapport aux actes de Sardoche, c'est par rapport à Sardoche lui-même. Elle lui en veut personnellement, c'est vraiment lui personnellement le sujet, pas ses actes. Avant d'écrire ici, je lui ai laissé des occasions de prendre la parole lui-même. Une première fois, je l'ai forcé à corriger sa version quand cette histoire est sortie il y a 1 an, mais il avait beaucoup esquivé et édulcoré la réalité. Avant-hier, en voyant tout ça, je l'ai recontacté, etc. Donc elle est quand même en mesure de le forcer. Elle a des moyens de pression sur lui. Elle est en mesure de le forcer à corriger sa version. Comment elle fait? Comment elle a réussi à le forcer à corriger sa version? Elle a des moyens de pression sur elle. Donc là, elle nous apprend qu'elle a des moyens de pression sur lui. D'accord, très bien. Et là, ça va être le truc qui est pour moi peut-être le plus important. C'est « Je lui ai demandé de dire la vérité, sinon je le ferai moi-même. J'ai fini par passer un deal avec lui pour qu'il ne mente plus et ne parle plus des femmes. Mais 2 heures après, en live, il a rompu cet accord. Cet accord, elle est culottée quand même. Il a rompu cet accord en mentant sur cette histoire à nouveau, d'où ce trade. D'accord. Alors ça, les enfants, ça s'appelle du chantage. Quand on exige de quelqu'un de faire quelque chose sous la menace de balancer publiquement des dossiers compromettants, ça s'appelle du chantage, sous la menace. Quel que soit l'objet de la menace, quelles que soient vos intentions. D'accord? C'est du chantage. Fais ce que je te dis, sinon je te pourris la vie en balançant au public des dossiers compromettants. C'est du chantage. Donc non, il n'y a pas d'accord. Il a rompu cet accord, ce n'est pas un accord. Quand tu obtiens quelque chose de quelqu'un sous la menace d'un chantage, tu n'obtiens pas un accord.
tu n'obtiens pas son consentement. Il n'y a pas de contrat. C'est pas, après, elle parle de deal, c'est-à-dire d'un contrat finalement entre eux, un accord. Non, c'est pas un accord. Elle l'a menacé, hein, elle lui a fait du chantage. Il a commencé par céder et finalement, il n'a pas respecté le chantage. Hein. Il a arrêté finalement de baisser les yeux. Hein. Là, on voit qu'elle le fait passer pour finalement un traître, un type qui ne respecte pas sa parole, qui n'a pas respecté leur accord. Sauf que non. Ce que Sardoche n'a pas respecté ici, c'est le chantage dont il a fait l'objet. Elle lui a fait du chantage. Je le répète parce que c'est très important et j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui a l'air de réaliser ça, que ce qu'elle fait ici, ce qu'elle dit explicitement, hein, elle-même ne voit pas le problème. Hein, ce qu'elle fait, c'est du chantage en fait. Elle s'est servie comme ça de cette histoire. Hein, il y a 5 ans, tu es sorti avec une jeune femme de 16-17 ans. Si tu fais pas ce que je te dis maintenant, je balance tout au public. C'est une méthode de merde. C'est une méthode de mafieux, ça, en fait. Quelles que soient ses intentions, hein, quel que soit l'objet de la menace, c'est une menace. Donc on a ici une femme qui pratique le chantage et qui ne s'en rend même pas compte, en fait. Pour elle, c'est juste normal. Elle est bien intentionnée. Ah, bah, donc c'est quelqu'un de particulièrement dangereux, en fait. Hein, quelqu'un qui est capable d'utiliser des méthodes de merde, de mafia, hein, sans même se rendre compte que ça pourrait se retourner contre elle, hein, que elle pourrait être jugée pour ça. Elle s'en rend même pas compte. C'est quelqu'un de dangereux, parce qu'elle se croit bien intentionnée. Et ce passage-là, moi, ça m'éclaire par rapport à sa prétérition de tout à l'heure, hein, quand elle nous dit « j'ai d'autres dossiers sur lui, mais je ne le dirai pas ». Moi, c'est une interprétation, hein, mais pour moi, c'est de l'intimidation. Mettez-vous à la place de Sardoche. Bon, déjà, vous allez arrêter de casser votre clavier. Si vous vous mettez à la place de Sardoche, vous savez que vous avez en face de vous une femme qui pratique le chantage et qui vous dit « j'ai d'autres dossiers sur toi, mais je les garde sous la main. Donc fais attention à ce que tu vas faire. » Pour moi, c'est de l'intimidation. On a donc une femme qui pratique assurément le chantage et potentiellement l'intimidation, hein, qui est capable de lui dire « fais ce que je te dis, sinon je te pourris la vie hein. ». On est donc face à une femme qui a une moralité douteuse, hein, parce que le chantage, c'est mal. C'est pas bien de faire du chantage, quelles que soient vos intentions. Hein. Il essaiera de vous dire que c'était il y a longtemps et qu'il a changé, et libre à vous d'y croire ou non. Donc elle parle pour lui par avance, hein, elle cherche à discréditer par avance ses justifications. Bien que ses comportements récents tendent à prouver l'inverse, on ne saura pas quoi. Hein. Laissez aussi sa copine en paix, elle n'est pas responsable des actes de son copain et leur histoire ne regarde qu'eux. S'il est enfin correct avec quelqu'un sincèrement, tant mieux pour eux, sinon c'est une grande fille, majeure celle-ci au moins, qui prend ses propres décisions. Ça ne présente aucun intérêt. J'ai des dossiers entiers de comportements problématiques avec des femmes, problématiques. Hein. Certains plus récents que d'autres, mais à moins d'être sérieusement attaqué et d'avoir à me défendre, je me contenterai de ces infos. Ici, honnêtement, j'ai bien peur de prendre un harcèlement massif. 3 petits points. On est à nouveau dans la prétérition. Hein. J'ai d'autres dossiers, mais je les garde pour moi. Ça, c'est de l'intimidation. Hein. C'est considérant que c'est une femme qui pratique le chantage et qui est capable de faire pression sur Sardoche pour le forcer à corriger sa version selon sa réalité à elle, pour une histoire qui ne la regarde pas. Là, c'est de l'intimidation. Ça permet de faire comprendre à Sardoche, attention à ce que tu fais, parce que moi et d'autres femmes, on pourrait balancer d'autres choses. Attention. Ça peut être du bluff. Hein. Ce qui est sûr, c'est que c'est de l'intimidation. Là. On remarquera le lexique employé, des comportements problématiques. C'est-à-dire quoi hein? On est toujours dans le lexique du flou, de l'ambiguïté. C'est indécent, c'est problématique. Ouais, non, mais concrètement, de quoi tu parles? C'est de la langue de bois, ça, en fait. Hein. C'est plein de politiques parlent comme ça. C'est de la langue de bois. Dernièrement, il y a eu... dernièrement, ça fait un mois maintenant, peut-être au moins. Il y a Ségolène Royal. Je prends cet exemple-là parce qu'il est marrant. Il y a Sardoche. Non, il y a Ségolène Royal qui a voulu revenir là, en parlant de... Elle, son truc, c'est l'ordre juste. Elle est favorable à l'ordre juste. Ah, c'est con. Ah, j'aurais bien voté pour elle, mais moi, je suis pour le chaos injuste.
L'ordre juste, ça veut rien dire. Ça a un mot. Alors, ce genre de façon de parler, langue de bois, ça porte un autre nom. Faudrait demander à Viktorovitch. Mais il y a plein de gens comme ça qui vont employer des mots qui finalement ne veulent rien dire. Hein, concrètement, problématique, indécent, l'ordre, la justice. Ok, concrètement, tout ce lexique qui est notamment de l'ordre de la morale, ça ne veut rien dire. Donc on ne sait pas de quoi on parle, mais on comprend quand même que ah, c'est mal. Ou c'est bien. Ah, bah ouais, moi je suis pour la justice. Ah, ouais, cool. Ouais, ok. Moi je suis contre les comportements indécents et problématiques. Oh, ah, bah moi aussi. Oh là là, on est potes. Ouais, bon, on ne sait pas du tout de quoi elle parle. Hein. Et le dernier tweet de son thread, mais ça fait des jours que j'ai une boule au ventre et que j'ai du mal à manger et à dormir, j'arrive même plus à stream sur ma chaîne, je peux plus le laisser mentir sans scrupule, j'ai besoin de me sentir droite dans mes valeurs et mes convictions, pitié, stop au mensonge. Ok, donc son dernier tweet consiste à se présenter comme quelqu'un de moralement supérieur. La meuf, tu vois, elle souffre, hein, elle n'arrive plus à dormir, elle a une boule au ventre, elle n'arrive plus à manger, à cause des péchés de Sardoche, tu vois, elle souffre pour ses péchés. La meuf, c'est Jésus. Bon, alors la différence avec Jésus, c'est que Jésus, lui, il a dit que celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre. Le problème, c'est que Kyria, on n'a pas accès à ses messages privés de ces 5 dernières années pour voir si elle n'aurait pas dit des saloperies hein, dans ses messages privés, contrairement à Sardoche. Donc on est dans une situation qui est quand même vraiment dégueulasse et pour le coup très hypocrite de sortir des messages privés pour juger des gens quand on ne sait pas, on n'a pas accès à ses propres messages privés à elle, à Kyria. Moi je suis sûr que si on fouille tous ces messages privés de ces 5 dernières années, on doit trouver des saloperies. Elle a sûrement, je sais pas, traité une femme de salope, dit des trucs racistes ou homophobes, elle a sûrement dit des conneries. Hein? Parce que si on se met à balancer comme ça le message privé des gens pour les juger moralement, alors qu'ils n'ont rien fait de répréhensible, ça commence à puer la merde un peu, non? On remarquera ainsi que son dernier tweet consiste à exprimer sa supériorité morale. Hein. Je ne peux plus le laisser mentir sans scrupule. J'ai besoin de me sentir droit dans mes valeurs et mes convictions. Ça, c'est son dernier tweet. Le premier tweet et le dernier tweet de ce texte consiste à permettre à Kyria de se présenter comme quelqu'un supérieur moralement. J'ai ma conscience, mes valeurs, je suis droite dans mes bottes contre les comportements indécents. Quand vous avez un sujet qui est le sujet de l'introduction et de la conclusion d'un texte, c'est que c'est le véritable sujet du texte. Donc le véritable sujet de cette accusation publique, ça consiste à permettre à Kyria de se montrer moralement supérieure. C'est son but. Son but, c'est juste de montrer comme elle vaut mieux que Sardoche. Ce qui est en soi un comportement tout à fait normal. Hein, quand, alors est-ce que c'est elle qui s'est fait plaquer ou non, je ne sais pas, elle n'est pas bien suivie, mais quand on sort d'une relation avec quelqu'un, on peut avoir tendance à accepter cette relation en considérant qu'on vaut mieux que cette personne avec qui on a arrêté d'avoir une relation. Ce qui, en soi, c'est tout à fait normal. Je ne dis pas que c'est bien, mais c'est ce qui se fait. Ce qui est moins normal, par contre, c'est de se servir de l'opinion publique et de faits privés qui ne sont pas répréhensibles dans le but de se montrer comme supérieur moralement et de pourrir quelqu'un d'autre. La volonté de nuisance, ici, elle est claire, elle est tout à fait assumée, et avec des méthodes de merde, comme le chantage et la divulgation de correspondances privées. Et c'est pas fini. C'est que Sardoche a réagi, notamment en publiant le communiqué de la jeune femme dont on parle. Une jeune femme qui, je le rappelle, fallait pas chercher à la contacter, à savoir qui c'est, fallait la laisser tranquille, hein, d'après Kyria, voilà, fallait pas lui parler. Hein. Et donc, cette jeune femme, qui est censée être la victime de Sardoche, nous dit, en particulier elle dit à Kyria, « Salut Kyria, je vais être honnête avec toi, le fait d'avoir exposé ma vie sexuelle sur les réseaux sociaux m'a beaucoup affecté. D'une part, parce que je n'ai jamais donné mon accord pour ça. Il aurait été judicieux que tu me contactes d'abord et qu'on en discute. Mais aussi parce que je suis en couple à l'heure actuelle et que mon copain a dû faire face avec moi aux innombrables messages que j'ai reçus à cause de cette histoire.
Bon, alors c'est un peu dommage de faire appel aux copains pour montrer qu'elle est emmerdée. Hein. Bon, faut toujours qu'il y ait un mec. Alors certes, ce n'était pas ton but initial, mais mon nom et prénom ont bien été retrouvés à cause de ton trade. Ah bah ça alors. Quand on dit à une foule de ne pas faire quelque chose, la foule le fait quand même. Qui aurait pu prédire? Si tu as des soucis personnels avec Andreas, donc Sardoche, hein, ce n'est pas à moi d'en subir les conséquences, ni d'y être mêlé. Maintenant que tu as rendu cela public, j'aimerais que tu partages cette conversation afin que ce soit clair pour tout le monde. Andrea, donc ça elle ne le fera pas. Hein. Andrea n'a jamais abusé de moi de quelconque façon, j'étais à 100% consentante, il n'a d'ailleurs jamais été irrespectueux ou mal intentionné avec moi, envers moi. Et pour des raisons évidentes, j'aimerais également que tu supprimes le trade, histoire qu'on arrête de remonter à moi, ce que Kyria ne fera pas. Et donc on apprend, ça alors, quelle surprise, que Kyria s'est servi de cette jeune femme, qui a 22 ans maintenant, elle s'est servie de cette jeune femme en dépit de son consentement, hein, et elle s'est servie d'elle comme d'un objet pour nourrir sa vengeance personnelle, sa rancœur personnelle, son ressentiment contre Sardoche, en dépit de son consentement. Cette affaire-là, c'est certainement le pire exemple de ce qu'on peut trouver hein, en matière de dénonciation publique, c'est-à-dire qu'il y a une jeune femme qui sert uniquement d'objet pour se venger d'un homme, en dépit de son consentement, hein, en dépit de sa volonté. Une affaire où la dénonciation publique sert de moyen de pression sur les gens, sur Sardoche, dans cette situation. La dénonciation publique sert de moyen de pression pour obtenir des gens ce que l'on veut, hein, c'est-à-dire la dénonciation publique est un outil pour faire du chantage. Moi-même, j'ai déjà été la cible de ce genre de chantage. En juin 2020, par exemple, hein, on m'a dit, à propos de la femme avec qui je sortais, qui est mon ex désormais, soit tu lui donnes la considération et le respect qu'elle mérite, soit je te ferai perdre le tien pour pas mal de tes followers. J'ai moi-même été menacé, donc en juin 2020, j'avais fait des sextos avec une autre femme. C'est pas bien. C'est pas bien. Et ça a servi de moyen de pression hein, pour faire du chantage. Hein, avec tu lui donnes le respect, la considération qu'elle mérite. Hein, sinon, je balance tout au public. Ce qui est une menace. Je n'ai pas pris cette menace au sérieux parce que des histoires de tromperie par sexto entre trois trentenaires, ça ne faisait pas très sérieux. Je m'étais dit, bon, même si ça sort, je pense que je pourrais résister à la tempête hein, et ça me donnera une bonne occasion de quitter ma copine. Malheureusement, ce n'est pas sorti et ça m'a pris 1 an de plus pour réussir à la quitter. Moi, je me demande combien y a-t-il de personnes, hein, combien y en a-t-il d'autres qui sont victimes comme ça de chantage à la dénonciation publique et qui ne disent rien pour ne pas être balancés. On voit également que cette dénonciation publique a été faite contre la parole et la volonté de la victime, qui n'est même pas une victime en fait. Hein. Victime de quoi? T'as 16 ans, tu sors avec un mec de 25 ans, t'es victime de quoi en fait? Dans cette histoire, la jeune femme est victime de Kyria. Kyria s'est servi d'elle comme d'un objet, en dépit de son consentement, pour nuire à son ex Sardoche. Sardoche est également victime hein, de harcèlement. Il est victime des divulgations de correspondances privées, il est victime d'atteinte à sa vie privée hein, par une femme qui se considère moralement supérieure hein, et qui a fait ça dans le but de lui nuire et de montrer comme elle vaut mieux que lui. Beaucoup de gens ont applaudi cette dénonciation publique parce que, pour la simple et mauvaise raison, que Sardoche, ils ne peuvent pas le blairer et que ça leur donnait une bonne raison hein, de lui pourrir la gueule. Alors, c'était pas parce que quelqu'un est un sale con que ça justifie n'importe quoi hein, pour le pourrir. Oui, Sardoche est un sale con. Il est... y a pas, comme je l'ai dit, une fois qu'on l'a traité de con, on a fait le tour du sujet. Hein, mais ça justifie pas tout et n'importe quoi. C'est pas parce que le mec c'est un sale con arrogant que ça fait de lui un pédophile, comme évidemment, il y a des gens qui le traitent de pédophile, il y a des gens qui le traitent de pointeur, hein, comme si c'était une habitude chez lui de manipuler les jeunes femmes.
Absolument pas, clairement, hein. En tout cas, on n'a rien qui permet, hein, de l'affirmer. Donc c'est pas parce que vous trouvez que quelqu'un est un con que ça justifie toutes les accusations à son encontre. Cette dénonciation publique est un très mauvais exemple, ou plutôt l'exemple de tout ce qu'il ne faut pas faire, hein. Il y a du chantage, hein, les dénonciations publiques servent de chantage, de moyen de pression sur les gens. Il y a surtout du mépris, hein, misogyne, paternaliste, contre cette jeune femme qui est totalement ignorée. On va voir quelques réactions, hein, qui appuient ça. En réaction au témoignage de la jeune femme qui est victime de que dalle, donc, hein, qui n'est pas victime de Sardoche, qui est victime de Kyria, par contre, elle est victime de Kyria, on a par exemple ce genre de réaction, hein. Ce SMS, à part prouver que Sardoche est doué pour manipuler une femme plus jeune que lui, dans l'intention de faire passer une relation problématique pour une relation saine et consentie. Voilà. Donc, on considère que si la jeune femme ne dénonce pas Sardoche, qu'elle ne se considère pas victime de Sardoche, c'est qu'elle est manipulée. Alors avec ça, évidemment, il est forcément coupable, vu que la parole de la victime n'a aucun intérêt. Si la victime dit qu'elle n'est pas victime, hein, mais c'est parce qu'elle est manipulée. On est quand même dans une rhétorique conspi où, de toute façon, quelles que soient les preuves, on les retourne dans tous les sens pour obtenir ce qu'on veut, hein. On a aussi des réactions comme ça. J'ai couché avec une meuf de 12 ans, mais je n'ai pas été irrespectueux avec elle, c'est pas grave. Donc, elle a plus 16 ans, elle a 12 ans. C'est pas pareil, hein, en fait. C'est 16 ans et 12 ans, c'est pas la même chose. D'accord? Donc ici, on est bien dans l'exagération, hein. Ah, mais tranquille, elle était consentante, et en plus, il était gentil, pas de mal, alors c'est bon, Sardoche est clean de nouveau. C'est bien un fils de pute qui aurait dit ça. Ok. On a ici, c'est beaucoup de mecs, hein, qui réagissent comme ça, des femmes aussi, mais beaucoup de mecs. Je rappelle que cette histoire-là, c'était il y a 5 ans. Alors, si elle avait 17 ans au moment des faits, 16-17, 16 ans et 10 mois, je peux comprendre, je ne suis pas d'accord avec ça, mais je peux comprendre qu'on se dise, ouais, à 16 ans, on ne se rend pas bien compte, on ne peut pas être consentant à 16 ans. Bon. Je ne suis pas d'accord avec ça parce que c'est dangereux, hein. Mais je peux comprendre l'idée. Par contre, c'était il y a 5 ans. Quand elle dit qu'il n'y a pas de problème dans la relation, aujourd'hui, elle a 22 ans. À 22 ans, on est en âge, quand même, d'avoir du recul sur une relation qu'on a eue à 16-17 ans. Seulement, là, les gens, ils en ont rien à foutre de l'opinion de cette femme de 22 ans, qui est traitée comme une mineure, hein, qui est traitée comme si elle avait 12 ans, qui est traitée comme une victime de manipulation, parce que c'est une femme, parce que les gens sont misogynes, parce que ici, il y a de la misogynie paternaliste qui est utilisée au nom, hein, de la bonne cause, hein, de s'en prendre à un homme qui serait un manipulateur, qui profite de faibles jeunes femmes. Au nom de cette juste cause, on va exprimer toute sa misogynie paternaliste qui consiste à traiter les femmes comme des mineurs éternels. Elle aura beau avoir 22 ans, sa parole ne compte pas. Elle est forcément faible, elle est forcément victime, elle est forcément, finalement, une proie. Elle est traitée comme telle, elle est traitée comme une proie. Dans cette histoire, il y a eu beaucoup de discussions, de débats, pas toujours très corrects, sur le caractère légal des choses, hein. Sa défense, c'est légal, hein, se cacher derrière la légalité. L'optimisation fiscale, c'est légal et ça fait des ravages. L'alcool et la cigarette aussi. Être élu et condamné par la loi, c'est aussi légal. Bref, t'es juste problématique, en fait. Alors, j'aime bien l'exemple, hein, de l'alcool et la cigarette, parce que si tu commences à chercher à pourrir la vie et faire perdre son travail à quelqu'un parce qu'il boit de l'alcool, t'auras beau dire, ouais, mais l'alcool, c'est mal, c'est pas une raison pour pourrir la vie des gens. Pour ça, en fait. Et de chercher à leur faire perdre leur travail parce que, cet homme-là, il boit des bières. Franchement, c'est immoral. Moi, je trouve que c'est immoral de boire de l'alcool. Donc, il faut lui pourrir la vie, à cet homme qui boit de l'alcool. Vous voyez, pourtant, ça serait justifié. Bah oui, c'est légal. Bah, c'est pas parce que c'est légal que c'est bien. Ouais, d'accord, mais il y a un moment,
c'est quoi le projet encore? Parce que si c'est légal, mais que c'est immoral, ben dans ce cas-là, il faut changer la loi. Or, les gens qui s'offusquent de cette relation 25-16 ans ne veulent pas changer la loi. Ils ne font rien pour. Ce qui fait que ce sont juste des hypocrites et des moralisateurs. Des gens qui sont juste là, qui veulent juste faire des pressions sociales sur les gens, sur des individus plus ou moins isolés, pour se sentir bien, pour se sentir moralement supérieur. Mais ils ne veulent pas changer les choses. Là, on est dans une démarche qui est la démarche de la foule en colère, qui veut appliquer sa morale en dehors de tout cadre, en dehors de toute méthode, en dehors de tout cadre légal, avec, au fond, juste le but de nuire à quelqu'un qu'on n'aime pas. Parce que oui, ok, Sardoche c'est un con, mais ça justifie pas tout non plus. Comme le dit un commentaire, hein, coucher avec une mineure consentante, c'est toujours immoral. Par contre, il est vrai que parler au nom des victimes sans leur accord, c'est aussi immoral. Parler au nom des victimes sans leur accord. Et se servir des victimes pour faire du chantage. Donc dans cette histoire, dans cette sordide affaire Sardoche, la jeune fille dont on parle est victime de Kyria. Kyria qui s'est servie d'elle, sans son consentement, comme d'un objet, pour faire du chantage et pour nuire à son ex. C'est pour le coup très problématique, hein, parce que ça pervertit tout l'intérêt des dénonciations publiques qui peuvent des fois être légitimes, hein, mais on se retrouve avec comme ça des gens qui s'en servent, des gens qui profitent de la situation et des bonnes intentions, des gens, c'est pour protéger des jeunes femmes, mais en même temps, c'est uniquement dans le but de nuire à quelqu'un. On va décider pour elle ce qui est bien pour elle à sa place. Voilà. Parce que cette affaire-là va appuyer dans l'imaginaire des gens globalement et de ceux qui y participent qu'on peut se permettre de mépriser les femmes hein, au nom de la lutte contre leur propre mépris et donc décider à leur place hein, de ce qui est bien pour elles, en prétendant s'opposer à un homme qui, une fois il y a 5 ans, a qualifié une jeune femme de proie. Hein, au final, on va traiter les femmes comme des proies, comme des mineurs éternels qui n'ont pas le droit à la parole. Et encore une fois, on décide pour elles ce qui est bien ou pas, dans le but de les protéger finalement d'elles-mêmes. Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pouvez me soutenir sur Tipeee. Un lien est dans la description. Allez, salut les bouseux.